On revient au catch américain pour la rime riche. AEW, le show, le deuxième show qui fait trembler maintenant, on peut le dire, hein, même en termes de chiffres, la WWE ces derniers temps. C'est potentiellement plutôt mérité, hein, parce qu'il y a quand même proposition, mais cette semaine, bon, on va voir ça ensemble. Je vais en tout cas faire toujours le même process, donc vous donner mes ressentis et ensuite Félix, par la magie de l'envoi et de la virtualité, je les partagerai avec vous. Show AEW du 12 août 2020. Premier match opener tag team match, les Young Bucks composés de Matt Jackson et Nick Jackson qui viennent à bout du Dark Order composé de Evil Uno et Stu Grayson avec Alex Reynolds 5 et John Silver, un match de 12 minutes 30, très propre, mais je vous avouerai, ça fait longtemps que ça m'a pas fait ça et c'est plutôt un bon signe parce que ça m'a fait vraiment réagir. Je dis pas que le reste du catch de la WWE m'a pas fait réagir, bien au contraire, mais là j'ai un ressenti où je me suis senti spolié. Alors c'était évident à mes yeux que les Young Bucks allaient gagner parce que on prépare beaucoup trop le All Out avec le fameux Young Bucks FTR. Mais je me prenais à me surprendre de rêver d'une victoire du Dark Order ce soir-là et j'étais un peu vraiment déçu pour eux, quoi. Parce que très très beau match et puis parce que il y avait un feeling, c'est ça qui fait que le catch est vraiment extrêmement viscéral et je me dis que c'est dommage. On continue avec les EW TNT match pour le titre entre Cody, accompagné de toute la clique, Ali, Arn Anderson, Brandy Rhodes, Dustin Rhodes et QT Marshall, contre Scorpio Sky, match de en dessous de 12 minutes. Victoire de Cody. Bon, bah voilà, je continue d'être dans le constat, de me dire que oui, il tient son personnage, oui, c'est vrai qu'on apprécie un peu à détester ce côté un peu trop lisse, un peu trop parfait de l'American Nightmare, BG qui bande ses muscles avec sa femme et sa famille, machin. Mais ouais, ça commence à faire long et surtout, c'est pas la longueur du règne, hein, mais Scorpio Sky quoi. Scorpio Sky, tellement méritant, tellement chouette. Moi, voilà. Là aussi, deuxième petite déception parce que je me prenais très fort à rêver d'une victoire de Scorpio Sky, mais le lâchez pas par pitié, hein, le lâchez pas en solo Scorpio Sky. Donnez-lui, je sais pas quand, parce que là on a quand même pas mal de trucs bouclés entre, j'y reviendrai après, mais MJF avec probablement un match pour le titre face à comment dire, John Moxley et puis Brody Lee qui la semaine prochaine prendra le hype train justement du TNT title vu que c'est lui qui sera confronté à Cody. Mais ne lâchez pas Scorpio Sky, c'est vraiment mon vœu du soir. On continue avec un match pour le titre tag team entre Adam Page et Kenny Omega contre le Jurassic Express composé de Jungle Boy et Luchasaurus et accompagné par Marco Stunt. Match d'un tout petit peu moins de 15 minutes. Sympa, mais vraiment ça m'a pas transcendé. Franchement, j'ai pas. C'est agréable, ça reste de la haute volée, mais j'ai vraiment rien de particulièrement mémorable sur ce match, donc je vais pas m'étendre. Peut-être que Félix le fera. On enchaîne avec un match très quelconque, là aussi je vais aller très très vite. Hikaru Shida qui vient à bout de Heather Monroe, probablement une catcheuse montante de AEW Dark en 2 minutes 25. Rien à retenir de particulier. On a effectivement, alors je ne sais plus chronologiquement c'était avant ou quoi, mais on a le grand discours, alors, toujours de l'incroyable, du fabuleux MJF avec un moment mais qui m'a fait rire. C'est tellement idiot mais ça m'a fait rire. Il a sa team effectivement pour son MGF, Élysée MGF en 2020 et il a sa team qui l'accompagne dans un couloir assez étroit où il a je crois une attachée de presse et puis deux trois autres gars dont deux je crois qui sont gardes du corps
et il y en a un moment qui, vous avez la caméra qui les suit, donc ça donne un plan très très serré, et puis à un moment, il y en a un qui arrive un peu à son niveau, et MJF le pousse sur le... C'est tellement con, c'est vraiment le truc de gosse, mais moi ça me fait beaucoup rire. Et ça marche diablement bien. Et puis voilà, il continue à être un dieu du micro et à utiliser un plan un petit peu volé à la PC, où il s'allonge à un moment pour s'adresser à son public d'électeurs, où il aurait plus de 500% des suffrages et moins 1000% pour Moxley. Il s'allonge et il y a une caméra qui surplombe, probablement une grue ou un drone, que sais-je. Et ensuite, il est assailli par Jon Moxley qui, lui, par contre, revient dans ses vieux démons de tchatch complètement moisis. Voilà, c'est pas très excitant, c'est vraiment MJF qui vend l'ensemble de tout ça. On en arrive juste avant le tout dernier match de la soirée. On en arrive à Matt Hardy. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Bon, le pauvre, évidemment, d'un point de vue humain, vraiment navré pour sa blessure par rapport à la petite négligence de Sammy Guevara la semaine passée, qui lui a balancé une chaise, mal balancé une chaise, donc qui lui est parvenue dans la tronche et qui lui a bien entaillé le crâne, enfin le front plutôt. Mais au-delà de ça, bon, voilà quoi, son selling, c'est lamentable. Genre, il va venir me botter le cul de Sammy Guevara. Il a une espèce de crise face à un mec qui en réalité est un arbitre, mais qui de dos a des allures de Sammy Guevara. Et enfin voilà, no comment, on avance et on finit surtout avec le $7,000 obligation match, le match qui doit normalement se solder, c'est le cas de le dire littéralement, par une somme de $7,000 si perdue par John Cassidy après qu'il ait esquinté la veste de Chris Jericho. Eh bien, manque de peau malgré beaucoup d'aide de l'Inner Cycle pour venir à l'aide de Chris Jericho et même de l'arbitre, hein, effectivement, vieux de la vieille qui s'est retrouvé souvent à arbitrer des matchs de Chris Jericho. Et bien finalement, c'est Orange Cassidy qui vient à bout de Chris Jericho. Rien d'extraordinaire, et c'était pas non plus un mauvais moment, donc ça c'est globalement regardé. Je dirais un show assez correct, mais on est un petit peu en dessous de ce qu'on a pu constater la semaine passée. Je reprends les notes envoyées par Félix. Je vais juste faire de nouveau un petit break pour me désaltérer cette fois-ci. Que je vous épargne le niveau sonore. Félix qui nous dit: si Cody ne finit vraiment pas heel in fine, mais dans pas trop longtemps, faut pas pousser d'une manière ou d'une autre, alors c'est confirmé, c'est un con. Et Tony Khan aussi, d'une certaine façon. Premièrement, son challenger du jour est une ancienne star montante, anciennement marketée pour l'AEW, qui est frustrée d'avoir été si vite relégué à Dark sans raison. Il veut juste qu'il mérite une chance de montrer qu'il est au niveau des top guys, qu'il est sur un même pied d'égalité. Plutôt que de débarquer comme un bon babyface dans cette optique. Cody débarque comme le souligne Taz, en mode insecure, avec tout son crew derrière lui comme un gros mégalo, du genre « tu peux rien faire, t'as vu qui j'ai avec moi, tout le monde me soutient, moi. » En outre, Prince of Pro Wrestling, non mais t'es sérieux mec. Je cite l'homme dans ses œuvres, Félix. Deuxièmement, Félix continue en disant: pourquoi pour un babyface anciennement proche de The Elite, Cody ne montre aucun respect et ne serre pas la main de son adversaire? En quoi ne mérite-t-il pas ce geste pour le coup? J'avais pas fait gaffe, mais effectivement, je comprends vraiment pas. Troisièmement, l'AEW contre ce qu'elle met elle-même en place avec Sky. Non seulement elle ne saisit pas l'occasion de remonter sa promo de Dark pour rappeler l'enjeu aux téléspectateurs, mais en plus, quand il débarque, il pète une porte, mais même sans se souvenir de la promo, on comprend pas pourquoi. Puis il a une entrée hyper starifiée avec de la pyro et de nouveaux angles de caméra, ce qui ne convient pas du tout
à la star montante, oubliée et frustrée qu'il est censé incarner. Seule bonne chose, Cody joue de plus en plus sur sa blessure, façon dos de Matt Jackson, pour justifier de manière logique et organique sa future défaite par éreintement plus que faiblesse. Par contre, la promo défi de Brody Lee n'avait pas de sens, ou plutôt était elle aussi mal amenée. Brody Lee essaye de... Monsieur Brody Lee, pardon, excusez-moi, Félix a pas mis monsieur, c'est pas bien, mais moi je le fais. Monsieur Brody Lee essaye de se rediriger vers un titre solo via sa nouvelle rivalité étendue avec The Elite. Ça, on comprend, mais son délire avec l'ancienne ceinture TNT, on comprend pas. Ça aurait eu bien plus d'impact et de sens s'il avait simplement dit, et pas simplement deux, il est temps au Dark Order de bâtir son empire, à commencer par la conquête de Dynamite et de TNT. Oui, le grandiloquent, ça lui va bien, on est d'accord. Cody, ton empire, ton royaume à toi a assez duré, comme tu l'as fait auparavant, c'est à mon tour de briser un empire, le tien. Et là, l'emploi de la vieille ceinture TNT est justifié, il la jette au sol, dévoile un sledgehammer et la brise au sol, comme Cody avec le trône en carton de Double or Nothing 2019. Promo facile, image efficace, hype easy. Donc voilà, bon, alors au-delà d'être ou pas ou d'accord avec ce commentaire de Félix, globalement sur les idées dans leur ensemble, oui, je le rejoins totalement sur le complément de ce que j'ai pu dire. Toute la séquence du discours de MJF, de l'attaque de Moxley, de sa promo ensuite, est extrêmement mal amenée. Ah, terme que je réutiliserai plusieurs fois, ici je préviens. Le discours de MJF n'avait aucune espèce de sens, ne servait que de remplissage, et en plus c'était extrêmement mal mis en scène. Il suffisait d'un truc très simple. Petit follow-up de son attaque de la semaine dernière. T'as vu, Mox, comment je t'ai bien mis cher à All Out, ce sera encore plus sale, blablabla. Là-dessus, Mox arrive, même attaque par derrière, en mode œil pour œil, et là, Mox peut faire sa petite promo en mode tu m'as bien attaqué comme un lâche la semaine dernière, et je t'ai rendu la monnaie de ta pièce, et à All Out, tu vas prendre encore plus cher. Je sais, ça fait 2 fois cher, là, mais on jouait sur l'aspect pécuniaire, t'as vu. Et basta. Pourquoi s'emmerder avec tout le reste? En plus, la EW rate un petit peu l'intervention de Moxley en annonçant dès le départ qu'il sera là ce soir. Effectivement. Par contre, post-show, très bonne idée de la pétition sur change.org pour faire bannir le paradigme shift du DDT. Petite idée bonus, s'ils étaient dans d'autres villes avec des vrais fans, MJF aurait pu jouer là-dessus avec ses faux sondages pour dire que les seuls pourcentages pro de Moxley viennent de la ville en question, parce que ce sont tous des cons comme lui, cheap hit et de heal quoi, parce que là, le coup des 1000%, c'est juste absurde et facile. Oh, bon, ça a marché sûrement. Ensuite, la réunion des tag teams, là aussi, c'était mal amené, on est d'accord. Un peu difficilement compréhensible. On savait pas où Crâne Chauve de FTR et Ricky Morton, oui, c'est vrai que ça, je vous en ai pas parlé, se sont fait bolosser donc par FTR. On savait pas où ils voulaient en venir dans leurs promos respectives. Heureusement, Arn remet un peu les pendules à l'heure après. Le feu de la promo de Tully Blanchard était excellent, cela dit, et comme un vieux mafieux qui n'a pas eu l'occasion de régler ses comptes comme il voulait, il va directement là où ça l'intéresse et ignore ce pourquoi il est là, dont il se contrefout en bon heel qu'il est. Par contre, le heel turn de FTR et l'alliance présumée avec Tully et Sean Spears était vraiment mal amené. J'avais prévenu que j'utiliserais beaucoup mal amené. Et montre encore une énième fois que ce qui manque cruellement à la... Ah, je crois qu'il a dû se gourer, il a fait un petit lapsus calami, donc c'est comme un lapsus mais à l'écrit. En ce qui manque, ou un clapsus comme dit une amie à moi, ce qui manque cruellement à la WWE, il a écrit, je pense qu'il voulait dire à AEW, c'est un script doctor, un individu qui aurait le sens du détail narratif et qui adapterait ou corrigerait le tir de certaines idées pour les rendre plus logiques et cohérentes. Là, le turn n'a aucune espèce de raison d'être. Seuls les fans vraiment instruits ou investis comprennent le geste. Les RNR sont pro Young Bucks et leur donnent confirmation qu'ils sont les meilleurs et pas FTR. Cela étant dit, ces derniers ne le supportent pas et n'hésitent pas à le faire comprendre, sauf qu'à cause du charabia improvisé, liberté créative n'est pas toujours bonne finalement, plaie d'argent n'est pas mortel, on est d'accord, ça c'est moi, un plaie d'argent. Donc le charabia improvisé de Ricky Morton et la déclaration de crâne chauve avant, on ne comprend pas que c'est l'intention du segment et la raison donnée à l'attaque. En plus, Sean Spears se montre, c'est ce qui fait donc diversion bien trop tôt. Enfin, Tully Blanchard se perd un peu à la fin, il semblait être prêt à dire qu'il était à la place de FTR, sous-entendu leur manager, il irait tout de suite chercher les titres par équipe pour valider leur déclaration, ce qu'aucun des vieux briscards autour d'eux ne semblait leur dire. Enfin, numéro 2, Tully aurait pu essayer de placer à Arn pour l'excuser de l'affront
que tu as fait à mon client, et puisque tout le monde en a, même ceux qui viennent de nulle part et ne le méritent pas, tu ne devrais pas lui donner une chance au titre TNT, n'est-ce pas? Bon, effectivement, il y a beaucoup de coches loupées sur cette affaire-là. Ensuite, on va pas y aller par quatre chemins, mais Orange Jericho 2, ça puait. Le coup de vieux de Jericho est vraiment montré au grand jour. Euh, Tanahashi, donc de la fédération de la NJPW, doit se fendre la poire avec son selling botché des Dragon Screws. Donc cette prise, effectivement, prise à la jambe, fait une espèce de un petit peu de torsion de la jambe. Mettez-nous un bref et solide Orange Jericho à All Out, un Orange Jericho 3 à All Out, qu'on passe à autre chose et que Jericho soit se ressaisisse un peu physiquement ou devienne vraiment l'Undertaker de la AEW. Ouais, c'est vrai que là, bon. Cool pour Mike, des gnognos, des Kiki, Chioda, mais où est-ce que ça va, Lance Archer, et où est Excalibur? Voilà, c'est bon, là, il a été assez puni, le gars. Ok, oui, petit arc assez... moi, ça me fait toujours rigoler, Lance Archer qui tabasse des gens à l'arrière-plan, tandis que Snake Roberts fait son topo. Et là, oula, pléiade d'idées de booking, je vais essayer de les faire rapidement. Seul truc qui pourrait faire fonctionner en babyface pour Matt Carbonara, à part l'appeler comme ça et à faire des pattes, serait capitaliser à fond sur le côté exagéré de son nouveau surnom, à savoir Strong Island, dû à son ajout massif de beef. Il pourrait se la jouer full 80s synthé bodybuilder dans un mélange de Hulk Hogan survitaminé et surpositif et un côté hyper loud et années 80 de Zicky Dice pour les fans de NWA Power. Rest in peace. Pour Kenny, ça se met en place bientôt son heel turn et son émancipation de The Elite. Please, pas juste pour revenir, à son rôle de cleaner. Je propose juste rapidement de commencer par un Omega versus Mark Austin. Pourquoi pas à Dark pour donner de la visibilité au truc. C'est vrai que ça c'est pas idiot hein, de mettre des grosses têtes d'affiche encore plus à Dark, serait pas mal. Ça pourrait être là l'occasion de montrer un extrait de Dark au-delà de seulement les résultats et peut-être même de faire perdurer en mode crasseux Kenny Omega à Dark dans la thématique, t'as vu, Heel Turn, Dark. Alors je sais pas si c'est ce à quoi tu pensais Félix, mais je te rejoins là-dessus. Vraiment, engagez-nous en team booking à deux, hein, voilà. Better call Félix and Mehdi pour le booking catchesque. Pour Scorpio Sky, je verrais bien un truc. Colt Cabana le convainc gentiment à sa façon de rejoindre comme lui le Dark Order pour retrouver le chemin des victoires et des stars. Pardon. Je suis en mode Resident Evil. Sky déprimé et frustré malgré son lien avec FCU. Le premier anti-Dark Order accepte, mais en secret, il se dit que c'est un moyen d'avoir le Dark Order de l'intérieur. Ça peut être rigolo, peut-être un peu capillotracté, mais ça peut être, pourquoi pas, rigolo. Qu'est-ce que je voulais dire en particulier Brody Lee s'il devenait champion TNT. Ah, ça c'est déjà plus intéressant. Pour retourner la situation à son avantage et s'octroyer une chance contre Monsieur Brody Lee. De plus, ça pourrait avoir l'effet collatéral d'enclencher la descente aux enfers de Colt Cabana vis-à-vis de Brody Lee, qui n'en ferait plus son chouchou puisqu'il aurait trahi sa confiance. Tout cela en direction de l'inévitable Cabana versus Lee dans plusieurs mois. C'est prédiction pour All Out. Alors ça me semble un petit peu trop élaboré pour que ça puisse arriver, mais bon, on n'est pas à l'abri de bonnes surprises, qui sait. En parlant enfin du prochain pay-per-view, pour moi la EW a besoin de marquer le coup avant de se diriger progressivement vers les shows avec des fans. Sinon côté World Title Picture, ça risque de vite sentir l'eau stagnante. Que MJF l'emporte ou pas, au final, selon moi, la EW doit le passer au niveau supérieur. Je réévoque ainsi la rumeur des New Four Horsemen, surtout au regard de l'alliance présumée FTR-Tully Spears. Ce serait l'occasion pour MJF d'avoir sa propre faction au nez et à la barbe de l'AEW et de Cody et de ses potes. Ça, moi je plus sois. Et de prendre un peu plus le contrôle des choses côté heel. FTR deviendrait ainsi l'équipe numéro 1 au top. MJF pourrait interagir avec d'autres choses que des extras, ou le muet Wardlow, et surtout Sean Spears serait exploité. On est d'accord? Putain. Ce dernier pourrait être un peu le faire-valoir du groupe et pourrait commencer à jalouser son poteau de Paris, MJF, vu que Tully Blanchard le trouvera forcément plus bankable. Tout ça ne peut amener que des trucs intéressants. Et enfin, à quand un putain de All Elite Climax Tournament?
Voilà pour l'AEW. On a même droit à des prédictions All Out, mais je pense que ce sera peut-être un petit peu trop, comment dire, dense pour cette fois-ci. On verra, je pense, pour une prochaine fois. Je les garde pour moi, ou alors on vous les diffusera éventuellement sur les réseaux sociaux. Pour rappel, évidemment, KatchaCast, hein, vous nous retrouvez partout. Twitter, Facebook, Instagram et YouTube évidemment pour toutes les rediffs. Voilà qui clôt la EW.